Sometimes, to survive, we must become more than we were programmed to be. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Cartoons, de la chaîne Cartoons le Clown. Salut à toi. Salut. On se retrouve à nouveau pour parler du Robot Sauvage, nouveau film d'animation de DreamWorks, réalisé par Chris Sanders. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur Chris Sanders, Cartoons ? Le papa de mon DreamWorks préféré et de mon Disney préféré, à savoir Lilo et Stitch et Dragon. Voilà, donc comme ça, ceux qui veulent savoir pourquoi il y a une ressemblance entre Stitch et Croque-Mou, c'est chose faite. C'était ce réalisateur-là qui me hypait le plus pour le projet, parce que je trouve que Universal a un peu foiré les bandes annonces de ce film. Entre un premier teaser qui donnait vraiment envie et une seconde bande annonce qui donnait pas du tout envie en ce qui me concerne. Mais voilà, c'était Chris Sanders qui me donnait le plus envie. Et puis d'ailleurs, Dean DeBlois est producteur exécutif du film, hein. Donc oui. C'est pas à 200% le duo habituel, mais voilà, il a quand même soutenu son coéquipier. Même si Chris Sanders n'était pas à bord du navire pour le Dragon 2 et Dragon 3, moi je trouve que ça se ressent un petit peu, justement, parce que Chris Sanders est un très grand storyboarder, et son absence se ressentait un peu sur le 2 et le 3 en ce qui me concerne. Mais voilà, c'était la valeur sûre qui me faisait avoir confiance en ce projet, plus la direction artistique qui était très 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 similaire. Et maintenant que j'ai vu le film, je pense que c'est le même directeur artistique que Le Chapeauté 2, parce que c'est le même graphisme, même les pupilles des animaux, c'est le même truc. J'étais très très enthousiaste malgré une promotion un peu foireuse. Alors je me souviens qu'on avait parlé un petit peu de la bande-annonce, t'avais très très peur. Ah oui, parce que le premier teaser il m'avait vachement hypé, et le second, le soufflet est retombé, alors qu'en plus je me battais pour qu'il n'y ait pas de spoil, et il y a eu la bande-annonce durant la rediffusion de The Amazing Spider-Man 2, et voilà, ma hype est descendue comme un gros salace, mais voilà, c'est... Mais... Alors moi de mon côté, je te rejoins évidemment, Lilo et Stitch c'est même pas mon Disney préféré, c'est mon film d'animation préféré de tous les temps, donc évidemment j'aime beaucoup Chris Sanders, et son dragon, évidemment, pareil, un de mes DreamWorks préférés. Peut-être pas le préféré, parce que bon, il y a Kung Fu Panda 2, il y a Shrek 2, il y a Shrek 1. Moi, c'est mon préféré, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, un de mes méchants d'animation préférés, si vous suivez ma chaîne. Même je pense, top 2 avec top 3 avec Lotso ou Shen, c'est la mort rouge méchant préféré de l'animation. Donc voilà, c'est Dragon 3, Dragon, il est dans mon cœur, le premier Dragon. Mais Lilo et Stitch, pareil, hein, top 1 Disney, et même top 3 animation FR, je pense, avec Le Voyage de Chihiro, Dragon et Le Royaume des Abysses. Lilo et Stitch, c'est souvent très minimisé comme impact sur l'animation, et puis comme film tout court, il est sous-estimé, je trouve, en règle générale. C'est celui qui est considéré comme le dernier de l'âge d'or 90 de Disney, quoi. Alors il y avait déjà eu une bonne descente, hein, mais avant, parce que justement c'est la lumière dans les ténèbres de cette période sombre de Disney. Parce que avant il y avait quand même Dinosaures. Il y a quand même Cusco et La Planète au Trésor juste avant lui, hein. Après il y a eu La Planète au Trésor, c'est après. C'est après Lilo et Stitch ? Oui, c'est après Lilo et Stitch. Ou c'est la même année, je sais plus. Alors ça doit être la même année, mais c'est sorti après. Ah ouais. C'est Lilo et Stitch qui est sorti sûrement l'été, je crois, et puis La Planète au Trésor peut-être fin d'année. Mais c'est après en fait. Après effectivement il y a eu Les Fermes se rebellent, Dinosaures, voilà. Famille Robinson et tout le bordel. Il y a eu un âge un peu plus sombre qu'avant, parce que forcément on partait de très haut. D'ailleurs, je tiens à préciser que Chris Sanders avait fait partie de cet âge d'or des années 90, parce qu'il avait travaillé en tant que scénariste sur La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion et un autre, Mulan je crois. Il a scénarisé parmi les meilleurs films de Disney, les plus grands, les chefs-d'œuvre et tout ça. Donc il était chez Disney avant, et puis après Lilo et Stitch il est passé chez Dragon. Non, chez DreamWorks pour faire Dragon avec Dean DeBlois. Et d'ailleurs t'as dit ça se ressent que quand il y a plus Chris Sanders, on sent la différence, mais j'ai envie de dire on sent aussi la différence quand il y a plus Dean DeBlois, parce qu'après Chris Sanders il a fait Les Croods, c'est un bon film, mais enfin pour moi, mais je trouve qu'on sent que le duo n'est plus là, quoi. J'ai toujours de l'affection pour Les Croods. Non mais moi aussi j'apprécie un petit peu si tu veux, mais c'est pas au niveau de Dragon et de Lilo et Stitch. Donc j'ai envie de dire qu'en fait les deux, quand ils sont tout seuls, tu sens que c'est plus la même force, c'est plus la même les films sont moins excellents qu'avant. Je trouve que les deux d'un côté ça va pas, en fait faut que le duo soit au complet. Et du coup Chris Sanders il a aussi évidemment scénarisé tous ses films, et il a fait une grosse erreur je trouve, c'est qu'en 2020 il
il a réalisé L'Appel de la forêt. L'Appel de la forêt, ouais, j'allais en parler. Un film live et aïe, quelle catastrophe. Avec un chien CGI. Horrible. Ah, c'est un enfer. Bah bref, je conseille pas du tout ce film. Je sais même, en fait, on dit que c'est Chris Sanders, je sais même pas si c'est lui, il a fait un truc de commande. Et pour l'anecdote, c'est la voix de Stitch aussi, Chris Sanders. Bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, pour finir, il a un peu contribué à l'exploitation de Lilo et Stitch parce que il est scénariste sur la série Lilo et Stitch et sur l'épilogue Leroy et Stitch justement, qui est sur Stitch le film. Ouais, Leroy et Stitch est pour moi une des meilleures suites Disney, je trouve. Autant le pilote Stitch le film, je suis pas terrible, mais Leroy et Stitch, j'aime beaucoup la conclusion de chacun des personnages, Gantou, Ruben, même Stitch, son arc, et même Hamsterville, il brille un peu plus dans celui-là, donc voilà, une petite valeur à ajouter, même si c'est du direct vidéo, mais voilà, c'est pas un petit rigolo. Après, moi j'ai du mal avec tout ce qui vient après le film original de Lilo et Stitch, j'ai du mal, j'aime bien, mais j'ai du mal oui, moi j'adhère pas trop au côté bouffon de Gantou qui sort de nulle part alors qu'il était très sérieux et menaçant dans la rédemption, c'est pas possible. C'est pas ce personnage-là qui aurait dû avoir une rédemption, quoi. Enfin, bon, on n'est pas là pour parler de Lilo et Stitch, malheureusement, peut-être un jour. Donc voilà, Chris Sanders qui a réalisé L'Appel de la forêt, c'était son dernier film en 2020, et puis maintenant, il réalise et scénarise tout seul Le Robot Sauvage, qui a un budget, je le précise, de 78 millions de dollars. Donc je le précise parce que c'est pas un budget aussi énorme que peuvent avoir des films Disney d'animation qui montent facile dans les 150 à 200 millions de dollars. C'est moins que Le Chapeauté 2 et Kung Fu Panda 4. Hein. Voilà, donc c'est un budget très modeste quand même. Et pourtant... Et donc peut-être un petit résumé avant de commencer, pour ceux qui connaîtraient pas le film et tout ça. Donc c'est l'histoire d'un petit robot qui est dans une boîte toute neuve, qui a été échouée sur une plage, et qui du coup sort de cette boîte et découvre une île déserte où la nature a totalement ses droits. Et donc ce robot va déambuler dans la nature et devoir interagir avec les animaux qui s'y trouvent, et puis il va tomber sur un petit bébé oisillon, et je vais pas en dire plus, il va y avoir une petite relation avec d'autres animaux et ce bébé. Et donc on va commencer par une partie sans spoiler, vous pouvez continuer du coup si vous avez pas vu le film, que vous voulez avoir notre avis sans spoil. Donc sans spoil, Cartoons, qu'est-ce que tu as pensé du Robot Sauvage? Eh bien écoute, je sais pas par quoi commencer parce que j'ai tellement aimé le film que j'ai plein de choses à dire, mais j'ai pas grand chose à dire en fait. Je l'ai dit sur Insta, par le papa de Dragon et Lilo et Stitch, ça pouvait que être exceptionnel. On est sur un niveau de graphisme, bon c'est le petit frère du Chapeauté 2, petit frère à 2 ans d'écart, mais je pense que la production a dû se faire avant. Enfin en même temps je veux dire, mais le graphisme est magnifique, la musique se démarque énormément, j'ai trouvé la musique incroyable, c'est rare que ça me fasse ça dans la séance de cinéma même, généralement il faut que je réécoute les OST pour avoir cette réflexion. J'ai trouvé les personnages très captivants, voilà, alors oui le film ça se sent, par moments il rêve d'être Wall-E, le géant de fer, ou même le Big Hero 6, c'est quoi le titre français? Ah, les nouveaux héros. Les nouveaux héros, voilà, je me souvenais bien que le titre était pourri. Mais le film, donc voilà, ça révolutionne pas la fiction en termes de thématique, mais le film il se démarque vraiment par ses 2 derniers actes, sa mise en scène et tout ce qui va avec. Le méchant arrive un peu à la fin, mais voilà, ça fait le café quand même aussi. Enfin voilà, je sais pas trop quoi dire en fait, parce que en plus là on tourne cette vidéo juste après l'avant-première, donc voilà, c'est vraiment un avis à chaud. Mais voilà, si j'ai une seule chose à vous dire, c'est foncez, voilà. Et moi j'ai qu'une chose à dire, c'est merci DreamWorks, parce que ça fait 2 ans que tu me régales. C'est voilà. Moi de mon côté, c'est un bon film, mais je ne suis pas aussi emballé que toi. Il y a des réserves et je pense que j'en ai beaucoup plus que toi. Oh non! Bah quoi? Mais tu devais être le garant de la paix cette fois! Non mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire c'est un bon film. Je vais pas défoncer le film, évidemment, mais disons que j'ai du mal à... J'aurais voulu, hein. J'ai essayé, je voulais être emballé et faire comme toi et dire que c'est exceptionnel, mais malheureusement je peux pas dire que c'est exceptionnel. Mais c'est quand même, c'est bon. C'est pas mauvais, c'est bon, mais j'ai du mal à être totalement investi dans le truc. J'ai du mal à acquiescer 100% des choix du film, et du coup j'ai pas mal de réserves dont on va en parler. Du coup, donc je vais, c'est vrai, parler pas mal de négatifs, donc ça va donner l'impression que le film est pourri, alors que pas du tout. C'est un bon film, je le redis, mais il y a pas mal de problèmes sur lesquels je vais revenir. C'est marrant, te connaissant, j'étais persuadé que t'allais trouver le truc exceptionnel, parce que c'est un sujet qui t'est cher, l'IA. Ah mais totalement, oui ça, et puis même l'environnement en général, tout ça, c'est vrai que c'est des trucs qui me parlent. On va y revenir justement, mais j'ai essayé
déjà, moi, j'étais très emballé, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'étais très emballé par les bandes annonces, et j'avais pas eu cette déception que t'avais avant de la deuxième bande annonce. J'étais vraiment, j'accueillais le projet à bras ouverts, si tu veux. En m'asseyant dans la salle, j'étais là, bah, allez-y, régalez-moi. Surprenez-moi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai tiqué en fait sur pas mal de trucs. Je me suis dit, oh non, pas ça, oh non, pas ça. Alors que... C'est vrai qu'il y a des points sur. Je suis d'accord, je vais y revenir aussi. Il y a quelques points qui me titillent, mais c'est extrêmement léger par rapport à tout le reste. Ah ouais, bah, je trouve ça un petit peu plus important. Mais voilà, en gros, je pense qu'on est sur une nuance. On n'est pas sur une grande différence de point de vue non plus. Hein. Moi, je suis sorti satisfait, il y a pas de souci. J'ai pas ressenti une trahison de Chris Sanders. J'ai pas été déçu par DreamWorks. Il est dans la partie haute des DreamWorks. Mais voilà, je dirais pas qu'il est dans... Enfin, il y en a beaucoup des DreamWorks, donc je le mets pas dans le top 10, quoi, par exemple. Il est dans la top 15, peut-être dans la top 15. Disons que ouais, je pense que je peux facilement trouver 10 DreamWorks que je préfère à celui-là, facilement. Voilà. Mais c'est un bon film, voilà, ça c'est clair, il faut le redire. Et d'ailleurs, bah, on peut commencer peut-être par là, parce que je suis d'accord avec toi, c'est vrai que sur la musique, je me suis dit, ah, ça c'est agréable. Alors, j'ai pas les thèmes en tête, et c'est vrai que je suis un peu comme toi, j'ai du mal tout de suite à avoir les thèmes en tête et à me dire, oh là là, ce thème est magnifique tout de suite. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ah, l'accompagnement musical est très agréable. C'est vrai. Et ça, c'est une des qualités. Peut-être pour continuer sur les qualités, est-ce que tu as un truc à dire en qualité? Je sais pas si on peut vraiment le citer comme une qualité, mais j'ai retrouvé les thèmes qui un storytelling propre à Chris Sanders. Et c'est pour ça que, en voyant le film, j'étais pris dans la scène et je me suis dit, ah bah oui, évidemment que c'est Chris Sanders, ça se voit tout de suite. Parce que on a un peu des équivalents à des scènes de dragons, sans que ce soit de la copie, hein, etc. Mais il y a une scène, c'est de la copie. Par exemple, on va avoir le training, l'entraînement à la How to Train Your Dragon, quoi. Et on sent que c'est Chris Sanders qui est derrière parce que c'est un peu le même style de montage, la façon qu'on apprend les personnages, ça se rapproche beaucoup de Harold et Croque-Mou. Et il y a un motif qui rappelle évidemment le Forbidden Friendship, c'est quand Harold met sa main sur le dragon, bah là on a la même chose avec les deux personnages principaux, quoi. Ouais. Même si j'hésite à savoir lequel est deux dragonistes, parce qu'on est sur un trio là. Est-ce que c'est le renard ou est-ce que c'est le canard, le deuxième personnage principal? J'ai un peu du mal à définir les rôles à ce niveau-là. Bah parce que pour moi la relation principale c'est le robot, le canard, donc Jolibec et Rose, je crois que c'est ça. Et ouais, donc c'est eux deux, pour moi c'est eux deux vraiment parce que c'est ça qui drive tout le film. Et vient se rajouter le renard Escobar. Alors, le nom un peu d'ailleurs. Bon, le nom m'a fait rire. Donc ouais, il y a Escobar qui vient se greffer pour moi aux trois, mais pour former le trio. Mais pour moi, je pense que c'est quand même très axé sur les deux parce que on retrouve le motif de Chris Sanders d'ailleurs de la famille et de l'appartenance à une famille, parce que c'est Lilo Stitch, hein. C'est Stitch qui est perdu, c'est le vilain petit canard. Ah bah oui. D'ailleurs pendant le film, je me suis dit mais c'est le vilain petit canard en fait. Donc, exactement. Comme Stitch en fait, Jolibec, il apprend à trouver une famille avec des gens non biologiques, tu vois. Il a des liens non biologiques avec eux, mais il trouve cette famille de cœur, un peu comme Stitch d'ailleurs. D'ailleurs, je le dis maintenant, le nom du renard Escobar, c'est parce que c'est Pedro Pascal en VO, Narcos. Oui, bien sûr. Puis Escobar, parce qu'à un moment, il dit le renard, c'est dans ma nature de voler de la nourriture. Ah oui, d'accord, Escobar, le vol, d'accord, ok. Bon. D'ailleurs, un petit mot sur la VF qui spoilera pas. Je vais finir par croire que maintenant, il y a des doubleurs attitrés au banger DreamWorks. On retrouve Bernard Allan dedans, qui pareil fait un volatile, encore une fois. Donc voilà, le Seigneur Shen et maintenant Lonkou. On a droit aussi à Doudou Masta qui faisait le loup, la mort dans Le Chapeauté 2, et là il double un ours. Ce personnage de soutien vers les deux derniers actes du film. Ah, je l'avais pas celle-là, Doudou Masta. Je l'ai pas eu à l'oreille ça. Mais ouais, Bernard Allan évidemment. Tout de suite il a ouvert la bouche, j'ai fait oh génial. Moi dès qu'il y a cette voix-là, je suis conquis. C'est c'est un comédien. Hibernatus avec De Funès par exemple, mais c'est une de mes voix de doublage préférées. Bien sûr, totalement. Moi aussi. Pour revenir sur la scène, sur les scènes, les motifs qui reviennent des précédents films de Chris Sanders, par contre il y a une scène qui est quand même un petit peu fortement, je vais pas dire copiée, mais très 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 inspirée de Dragon. C'est à la fin, tu parlais du training, du montage d'entraînement, mais après t'as la scène, c'est un petit peu spoiler. C'est légèrement spoiler, mais rien de grave. C'est la scène où du coup le petit oiseau qui est recueilli par le robot sauvage doit s'entraîner et essayer de voler. Et puis du coup là, le premier vol, c'est le premier vol de Croque-Mou. Parce qu'en plus,
l'oisillon, Joli Bec, il est rejeté un petit peu par des autres parce qu'il est plus petit et du coup il est plus fragile que les autres, et c'est comme Croque-Mou qui a son aileron en moins et qui du coup est handicapé. Donc voilà, c'est des personnages fragiles qui doivent essayer de voler la première fois, qui ont des problèmes pendant la scène. J'ai trouvé que la scène était quand même, je voyais Dragon quoi, clairement. Je dis t'aurais pu la tourner autrement. Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai vu Dragon, mais c'est pas moi j'ai une façon différente de voir les parallèles ou les reprises dans des films. C'est-à-dire je vois la reprise, mais ça me stoppe pas dans mon immersion. Alors qu'il y a certaines reprises dans d'autres films où là c'est tellement in your face que ça me stoppe dans mon immersion dans l'histoire. On a parlé des deux, donc de l'entraînement et après de la scène de vol. Mais justement en fait comme toi pendant l'entraînement, j'étais là comme dans Dragon, mais je voyais ce que le film apportait en plus avec les personnages différents, puis c'est pas non plus exactement le même. Donc je voyais la reprise, mais ça me dérangeait pas du tout. Arrive la scène de vol, et là je dis oui, là on est clairement dans exactement la même chose. Il y a pas trop de différence quoi. Au lieu des 7 différences, il y en a pas beaucoup. Alors qu'avant il y en avait pas mal. D'ailleurs par contre un autre, alors là par contre c'est pas du tout le vilain petit canard ou un autre truc de Chris Sanders, mais ça m'a rappelé un autre conte. Ça m'a un peu fait penser au Petit Prince, le coup du robot avec le renard. Ça m'a un peu fait penser à ça à certains moments. Le renard qui est un animal vicieux mais qui acquiert ou qui a déjà une certaine sagesse et qui sert de guide au Petit Prince perdu sur sa planète, sa planète désertique, c'est le robot sauvage. Donc je sais pas si c'est volontaire, mais à plusieurs moments j'ai pensé au Petit Prince. Le petit canard, ça peut être putain, mais oui, Rose, c'est ma Rose, le Petit Prince, évidemment. Ah ouais, j'avais pas fait le lien avec le Petit Prince, ouais. J'ai un tout petit truc à dire quand même en sans spoil, parce que c'est pour aussi donner envie aux gens qui nous écoutent d'aller le voir, parce qu'il faut quand même aller le voir, c'est un super film. C'est tout ce qui concerne l'environnement. Le film se déroule dans un espace naturel, et d'ailleurs le film est très proche de la nature, je trouve, et ça c'est bien. On a peu de films d'animation, enfin peu. En tout cas c'est pas ce qui prédomine le plus dans les films d'animation, qui soient proches des animaux, de la nature, qui se passent en milieu naturel la majorité du temps. Et j'ai trouvé d'ailleurs que le film a eu la bonne idée de bien faire sentir l'impact de l'homme et le réchauffement climatique dans le film, parce que il insiste beaucoup sur, par exemple, il y a des plans où on voit la montée des eaux, on voit qu'il y a des villes humaines qui sont ensevelies par les eaux, donc ça se passe dans un futur proche, j'imagine, parce qu'il y a des robots, on en a pas encore comme ça des robots, et puis la montée des eaux, on sait que ça devrait arriver. Donc voilà, le futur proche, on anticipe la montée des eaux, il y a des villes qui sont sous les eaux. Il y a aussi un moment où il y a une tempête hivernale, parce que ce sont des animaux, il y en a qui hibernent, et donc il y a une tempête très intense, et en fait normalement l'hiver, les animaux qui hibernent, ils meurent pas, même s'il y a un hiver un petit peu rude. Et là on sent qu'il y a des animaux qui seraient morts sans l'intervention extérieure. Et donc le film insiste sur le fait que c'est un hiver plus rude que d'habitude, c'est un changement du climat. Donc je trouve qu'il met bien en avant le dérèglement. Pour finir, on voit aussi qu'il y a les humains sont obligés en fait de cultiver, de faire de l'agriculture dans des grandes serres artificielles, et donc on les voit pas cultiver la terre à l'air libre. Peut-être que dehors c'est devenu trop compliqué de cultiver et d'avoir des récoltes satisfaisantes dehors, peut-être à cause d'un changement climatique. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il insistait pas mal le film là-dessus, et ce sont des éléments qui m'ont bien plu. Et voilà, peut-être qu'on peut passer en spoiler. Avant, bien sûr, on vous recommande d'aller voir le film, j'imagine. Oui, allez-y, franchement ça vaut le coup. J'espère juste qu'on va pas se taper une com aussi vénère que pour le Chapeauté 2, parce que pour tout ce que j'adore le film, au bout d'un moment vous avez failli me dégoûter du truc, les gars. Ouais, c'est vrai que c'était assez hard, mais après c'est arrivé surtout après la sortie du film, la com. Donc bon, espérons que celui-là va faire fureur, mais sans dégoûter les gens. Allez, c'est parti. On passe en partie spoiler. Tu voulais rebondir sur quelque chose ? J'ai quelques soucis minimes avec le film, mais en fait c'est en termes de cohérence d'univers. Et en fait c'est des trucs sur lesquels j'ai un peu tiqué, notamment au niveau de l'humour. Le côté animaux anthropomorphisés, c'est pour ça que quand j'ai vu les premiers trailers, je m'attendais vraiment limite à un nouveau Wall-E, c'est-à-dire un film sans parole, qui vraiment te montre le côté sauvage. Mais là en fait c'est de ce côté-là, je trouve que le film il a un peu le cul entre deux chaises. Par exemple, il y a un gag qui arrive très tôt dans le film. Il y a une maman au possum avec tous ses petits, donc le robot apprend à faire connaissance avec eux, enfin il pose des questions. On garde à l'esprit que c'est un environnement sauvage et que à tout moment il y a les petits qui peuvent se faire bouffer. Et à un moment on entend un bruit qui sous-entend que un des petits s'est fait manger, quoi. Et t'as la mère
qui dit bon bah j'ai 7 petits à m'occuper, on entend le bruit et elle dit ah bah il m'en reste plus que 6. Là je dois avouer que j'ai tiqué, je me suis dit mais attends, mais c'est quoi cet humour, c'est vachement j'ai pas de soucis en général, c'est pas une question de c'est pas moral etc. J'étais juste très intrigué par l'humour du film à ce moment-là, même si après ils disent le petit revient en disant c'est bon finalement je suis vivant. Ah oui. Donc je me dis je peux adhérer, c'est un humour un peu noir, ça au moins ça montre que l'environnement dans lequel on est sauvage. Le problème c'est que après vient une autre thématique qui est forte, qui est chère à Debois, c'est l'entraide entre différentes oui pardon à Chris Sanders, oui. C'est l'entraide entre différentes espèces. Dans Lilo et Stitch on avait ça à la fin, les extraterrestres ils aident Nani et ils s'entraident. À la fin de Dragon c'est pareil, tous les dragons ils s'unissent contre la reine, et là on a le même délire. Le problème c'est que la conclusion de ce procédé, autant les circonstances ça va, c'est logique la façon dont on s'est amené, parce que voilà la tempête dont on parlait éclate, et le robot par pur instinct de protection via ses directives, il rassemble tous les animaux dans un même endroit, donc du coup c'est pas l'arche de Noé, c'est la grotte de Noé, et ils leur disent que pendant cette hibernation il va falloir s'entraider, rester unis. Et là le problème c'est la conclusion de ce procédé, justement parce que le film sous-entend clairement que suite à cet événement ça va être la paix, l'amitié et la foire à la saucisse quoi. Ouais. Et le problème c'est que ça colle pas avec le ton instauré en début de film, qui instaurait vraiment un ton de bah voilà les prédateurs bouffent les petits et limite ils s'attaquent entre eux quoi. Et le film se termine sur quand même l'ours qui dit au renard t'inquiète j'essaierai plus de te bouffer maintenant. Je comprends pas comment, même si cette aventure les a unis, je comprends pas qu'ils puissent à ce point déséquilibrer la nature. Je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs je vais rebondir là-dessus justement, parce qu'en fait pour moi ça imbrique plusieurs problèmes dans le film. J'aimerais déjà rebondir sur ce que t'as dit sur l'anthropomorphisation. C'est vrai que les animaux en fait sont un peu trop anthropomorphisés. Tu parlais de la mère opossum. Les animaux se comportent trop comme des humains, alors que il le faut pour qu'on puisse s'attacher un minimum à eux, mais c'est un peu trop. La mère opossum, elle se comporte à fond comme une mère au foyer, avec des takes en mode c'est ça le rôle d'une mère, une maman ça fait ça, et je trouve que ça dénote avec le côté proche de la nature et puis plutôt réaliste que le film essaye d'instaurer avant en fait. Surtout qu'il y a un certain décalage, parce que d'un côté elle se comporte comme une mère au foyer comme t'as dit, mais de l'autre côté je m'en foutise de la nature en mode c'est mes petits, enfin tu sais un peu comme la mère tortue qui abandonne tous ses petits dès la naissance quoi. Il y a un problème de contraste je trouve à ce niveau-là. Ça me fait rebondir sur un autre film, parce que ce serait dans un univers comme Zootopie, là il y aurait pas de problème, mais là c'est pas le cas en fait. On est clairement pas dans une société animale, donc on est dans une nature sauvage. Oui, surtout que dès le début du film on te montre bien que le robot il a besoin de comprendre ce langage pour s'y intégrer quoi, donc c'est vraiment un langage 100% naturel, et pourtant il y a ce décalage qui se crée, et ça a été un de mes petits tics au début du film. Ouais, et moi ce qui m'a fait le plus tiquer en général, c'est que le film traite bizarrement la mort justement. Tu disais le cul entre deux chaises, c'est ça, c'est qu'il y a un côté où il veut te montrer une nature sauvage et difficile, où les animaux ils se font bouffer tout le temps, mais de l'autre il y a des scènes où on en rigole, avec la mère opossum qui dit tiens je me suis fait bouffer un gamin, c'est pas très grave quoi, et en plus il se fait bouffer hors champ et on en rigole quoi. Donc il y a un côté où on en rigole et un côté où on essaie de dire mais c'est quand même une nature sauvage et où les gens ils se font manger, mais regarde c'est drôle, il y a un gamin qui se fait manger. Bon ça colle pas. D'ailleurs ça colle pas non plus le fait que la mère a fait c'est pas grave j'ai un gamin en moins, ça colle pas avec le côté mère au foyer aimante. Ça rend la mort un peu drôle et fun, et puis ça détruit un petit peu le côté je suis une mère au foyer qui veut prendre soin de mes petits quoi. Donc le film a le cul entre deux chaises à ce niveau là, et puis il joue jamais à fond le côté nature sauvage et hostile, même si on reste dans un film familial qui peut être regardé par des plus petits. Je demande pas à ce que on montre les gamins se faire décapiter et le sang gicler tu vois évidemment, mais je pense qu'il aurait pu jouer un peu plus la carte de la nature sauvage sans devoir contrebalancer constamment avec des blagues sur la mort comme ça. C'est drôle, il y a un gamin en moins. Tu parlais de la communication d'ailleurs avec les animaux, et alors ça c'est à la fois un point positif et négatif pour moi. D'un côté il y a j'adore l'idée que le robot sauvage il puisse décrypter le langage des animaux, pouvoir leur parler et les comprendre, parce que du coup ça justifie l'anthropomorphisation. D'un côté ça justifie, j'aime bien que c'est pas juste des animaux qui parlent comme dans un conte quoi, et j'adore cette idée d'avoir essayé de justifier ça. Le problème c'est que ça amène plein de petits moments où j'ai tiqué, parce que par exemple pourquoi l'ours il comprend les castors, du coup le cerf il peut parler au renard. C'est une bonne idée que le robot puisse décrypter le langage des animaux, mais du coup les animaux d'espèces totalement différentes, comment ils peuvent communiquer eux? Ça j'ai pas fait gaffe honnêtement. Du coup je me suis dit le robot il a décrypté tous les langages, ok y a pas de souci, mais du coup les animaux
entre eux? Pourquoi ils se parlent? Ils ont pas le même langage. Moi je m'étais dit, il a décrypté le langage de la nature, mais il y a qu'un seul langage, quoi, voilà. Bah c'est ce que je me suis dit aussi, c'est du coup, ah bah oui, le film a voulu simplifier à fond en disant, bon, c'est le langage de la nature. Mais le truc, c'est que on voit, on a un point de vue, on a une vision subjective du robot quand il décrypte les langages, et on voit qu'il y a plusieurs types de langage en fait. Tu vois, le film te dit, les animaux parlent pas tous la même langue. Et après, il te dit, bon bah finalement, si, ils parlent tous la même langue, c'est le langage de la nature. Donc, c'est un peu chanson, j'ai tiqué. Je me suis dit, c'est dommage. Bon, je sais pas comment il aurait pu s'en sortir avec ça, mais t'étais peut-être pas non plus obligé de faire s'interagir tous les animaux ensemble. Ouais. Mais bon, je sais pas, ça m'a un petit peu embêté. Et puis aussi, autre chose, c'est que je me suis dit, pendant un moment du film, pendant toute la première partie, je me suis dit, on voit pas les humains. Donc je me suis dit, bon, le film veut se concentrer à 100% sur un point de vue de la nature. Je me suis dit, c'est très bien. Le problème, c'est qu'à un moment, on en voit des humains. À un moment, on va dans leur serre, là. Très peu, on en voit que très peu. Et je pense que c'est une porte ouverte posée, une carte de posée pour une suite. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le film nous dit, il y a des humains dans mon univers et puis ils interagissent avec le reste. Donc s'il me dit ça, toujours dans la même idée que de la communication, pourquoi les humains, ils utilisent pas les robots pour parler avec les animaux du coup? Comme ça éviterait plein de problèmes. Parce que j'ai l'impression que je sais pas s'ils sont pas allés jusqu'au bout du truc parce qu'on leur a dit que sinon ça ressemblerait trop à Wall-E, mais on laisse très clairement sous-entendre une société qui est totalement dépassée par la robotique, comme sur l'Axiom par exemple. Les quelques passages où on laisse sous-entendre la présence d'humains, en fait il y en a pas, c'est les robots qui font tout. Donc, je suis pas totalement d'accord, parce que j'ai pas du tout l'impression que la société humaine soit dépassée par la robotique, parce que justement, dès qu'il y a un robot qui a un petit peu dénoté, ils ont été le chercher et tiens, on va te retrouver, te remettre dans le droit chemin. Mais c'est pas des humains qui viennent le chercher, c'est d'autres robots. Oui, mais commandés par les humains. L'antagoniste, elle vient parce qu'elle est programmée par les humains pour le faire. Et du coup, l'antagoniste, elle est, dans ce qu'on nous montre, c'est Otto. On voit clairement qu'elle a dépassé son programme au point de... je suis pas d'accord. Non. Justement, son seul programme, c'est de ramener les robots endommagés, et c'est la seule chose qu'elle fait. Oui, mais t'as vu les dialogues qu'elle a, c'est pas juste un robot qui suit son programme, ça. Elle a une personnalité. Oui, non, mais elle a une personnalité, elle a sûrement un degré de conscience assez élevé, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne déroge pas aux règles établies par les humains, donc les humains en ont le contrôle, si tu veux. Moi, j'ai ressenti ça comme ça. C'est pas qu'ils ont pas le contrôle, parce que, regarde, même dans leur serre, là, dans leur agriculture, ils contrôlent tout ce qui s'y passe, justement. Il y a aucun robot qui dénote, qui suit pas son programme, à part le robot sauvage, mais parce qu'il est pas dans le monde humain, quoi. Enfin, j'ai pas du tout l'impression d'une société dépassée par la robotique, justement. Une société qui s'en est sortie grâce à la robotique. En plus, il y a tout qui est abandonné. Je sais pas, on voit le Golden Gate sous l'eau à un moment. Justement, les océans ont monté et tout ça, et donc du coup, ils s'en sont sortis ailleurs, on ne sait pas où, parce que le film ne le montre pas, mais ils s'en sont sortis grâce à la robotique. On le voit dans la serre où ils font de l'agriculture. Tout est paisible, tout est contrôlé. Il y a les gardes qui tirent sur les animaux, qui pensent qu'ils veulent bouffer les récoltes. Enfin, toi, tout est organisé. J'ai pas l'impression du tout d'un truc où ils sont dépassés, quoi. C'est vrai, il y a des animaux à ce moment-là. Enfin, il y a des humains à ce moment-là, c'est vrai. Ah oui, des humains, et puis tu vois qu'ils sont pas en mode on est dépassés. Ils sont même pas c'est même pas au point de Wall-E où ils sont dans des fauteuils, où ils sont tous totalement contrôlés par les robots. Ils marchent encore, ils sont encore autonomes. Après, peut-être que dans la suite, il y a une possibilité de développer tous ces aspects-là, mais en tout cas, dans ce film-là, moi, je ressens pas du tout les humains dépassés par la technologie. Moi, je le ressens parce que les seuls humains qu'on montre, justement, c'est ceux qui gèrent le truc, en fait. On voit pas de civils, donc je sais pas. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Moi, j'ai eu vraiment l'impression d'un monde où la robotique est limite prédominante, quoi. Elle est prédominante, mais est-ce qu'ils sont dépassés? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'elle est prédominante, parce que justement, il y a plein de moments où le robot sauvage, elle trouve d'autres membres de son espèce, je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'autres robots qui sont pareils qu'elle, et puis on voit des vidéos de présentation. Après, c'est le reste de la publicité. Dans Wall-E aussi, on voyait des publicités qui étaient pas du tout conformes à la vraie vie, mais ça reste des publicités. Mais on voit que les robots sont censés assister les hommes et non les supplanter, si tu veux. On voit que le robot sauvage, à la base, son programme, c'est répondre à ce que l'homme demande. Ouais, c'est vrai. J'ai pas l'impression qu'ils soient dépassés. C'est plus, j'ai l'impression justement qu'ils s'en sont sortis grâce à tout ça, en fait. Et c'est les quelques moments où il se prend pour Baymax sur une échelle. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Les gars, vous aviez pas vu Big Hero 6 ou comment ça se passe là? Et puis visiblement, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il s'est beaucoup inspiré d'un film en particulier. D'ailleurs, c'est même plus de l'inspiration, c'est que c'est le même film. J'ai l'impression que Chris Sanders a revu Tarzan et il s'est dit tiens, c'est sympa Tarzan, je vais faire un remake. Parce que bon, le film. Ah ouais. Oui. Oui et non. On a le petit oisillon, donc Tarzan, recueilli très jeune parce que ses parents sont morts chez eux, dans leur foyer ou dans le nid, et recueilli par une mère d'une autre espèce qui va essayer de l'éduquer comme elle peut, mais avec un père, donc Kurtchak pour Tarzan, et puis
puis le renard ici, qui sont plus durs et plus rudes que l'éducation de la mère. Ce père qui fait aussi office de protecteur de la tribu, donc Kerchak qui protège la tribu, le renard de la forêt qui organise l'aide pendant l'hiver, qui fait se fédérer les peuples de la forêt. Donc voilà, on a ces similitudes-là. On a aussi l'antagoniste qui est étranger à cette terre reculée, donc Clayton et puis l'androïde. Ils viennent tous les deux pour capturer ce qu'ils pensent être à eux sur cette terre. Donc l'androïde vient ramener le robot sauvage, et puis Clayton, lui, il veut ramener les gorilles. Ils vont même jusqu'à reprendre le coup des fusées. Tu sais, les fusées éclairantes dans Climax. C'est là que j'ai dit, mais là c'est clair. Parce que au tout début du Climax, je sais pas qui tire des fusées éclairantes comme dans Tarzan au tout début pour dire c'est Climax. Donc les fusées rouges, et puis on finit aussi sur les étrangers qui attaquent la forêt, donc les habitants de la forêt qui se liguent ensemble pour défaire l'ennemi, donc c'est comme dans Tarzan, la nature contre les hommes ou ceux qui émanent des hommes. Et on a aussi et on a aussi le coup de l'oisillon, tu sais, qui se sent rejeté comme Tarzan, qui n'est pas l'un des leurs. À un moment, j'ai cru qu'il allait même dire la réplique dans Tarzan, quoi. Je ne suis pas l'un des vôtres, ou Jolibec et Tarzan qui rejettent leur famille d'adoption pour aller vers leurs semblables, avant de revenir et se rendre compte qu'en fait c'était leur vraie famille. Bon, et puis le mentor, qui est tué par les humains, d'ailleurs. Bon, pas au même moment, là je l'accorde, c'est pas... Bon. Mais voilà, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes. C'est gros, hein, c'est très gros, hein, comme parallèle. Oh, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est le même déroulé d'histoire. Attends, comment te dire? Parce qu'en fait, les équivalents dont tu parles, en fait, ils peuvent être déclinés en plusieurs personnages. Par exemple, le mentor qui meurt, ouais, c'est Kerchak, mais Kerchak, il est pas autant accueillant avec Tarzan que ne l'est Lonkou, par exemple. Ouais, non, mais justement, j'ai fini par ça parce que c'est le truc qui peut s'en éloigner le plus. Là, je suis d'accord, je l'ai même dit que le mentor tué par les humains, bon, c'est pas au même moment en plus, c'est pas dans le même déroulé, donc bon, c'est juste que c'était pour agrémenter un peu le truc, mais oui, en effet, c'est pas ce qu'il y a de plus proche. Et puis même Mais pour le reste, je suis désolé, la maman de substitution, le père plus dur. Oui, mais Kala, elle fait partie de la tribu de gorilles, alors que le robot sauvage, il est lui-même exclu. Clayton, il veut pas ramener Tarzan, il veut ramener les gorilles. Oui, il veut ramener les gorilles, mais eux, ils veulent ramener le robot sauvage. Ah bah oui, mais c'est pas la même chose. Là, c'est comme si Clayton, il voulait ramener Tarzan. Heureusement que c'est pas exactement la même chose, si tu veux. Je te trouve un peu tatillon, là. Oh non, franchement, même le coup des fusées éclairantes, je me suis dit, c'est clairement en référence à Tarzan, quoi. Parce que c'est la même situation, ils sont dans la clairière de la forêt à lutter contre les étrangers venus capturer l'un d'entre eux, quoi. Pour moi, c'est la même situation. Moi, j'ai pensé à un film, je m'en veux d'avoir pensé à ça, parce que j'ai un peu pensé à Bambi. Les rebelles de la forêt. Les rebelles de la forêt. Oui. Je voulais être méchant et le dire au début en mode vous avez copié les rebelles de la forêt, mais tu vois, j'ai voulu ne pas être trop méchant, finalement c'est toi qui le dis. J'ai pensé aux rebelles de la forêt. Oui, c'est la même chose aussi, hein. C'est la même chose, c'est la forêt qui se retourne contre les hommes. Eh ben, on va leur faire tout ce que vous m'avez fait. Ah mais j'ai tellement pensé aussi, mais bon, je voulais pas être trop méchant. Je me suis dit, je dois être le seul enculé à penser ça dans la salle. J'aime bien les deux premiers, rebelles de la forêt, hein, mais... Ah, j'aime bien le premier. Ah, le 2, il est rigolo. C'est n'importe quoi, mais il est rigolo. Bon, déjà, le 1, c'est n'importe quoi. Hein. Ils vont voler des putains de gâteaux dans une boutique humaine. Ils vont faire, pour en faire des j'en veux encore. Bon, là, ça déraille. Non, mais voilà, bon. À ce niveau-là, une petite incohérence. Il y a des vagues de tarés à l'endroit où le robot a échoué, mais la dépouille du frigo dans lequel elle a atterri, elle a pas bougé. Hein. Oui, clairement, oui. Alors que dès le début, on insiste bien sur les vagues, elles peuvent te réduire en bouillie à la seconde où il se réveille. Hein. Ah oui, bah oui. Pour moi, ça tient plus de la facilité. Tu vois, une facilité d'ailleurs que j'ai relevée aussi, c'est au moment où tu sais où elle active sa balise. La deuxième fois, je crois, elle se met en haut de la montagne, elle active sa balise, et puis, évidemment, il y a un éclair qui vient la frapper pour l'empêcher que les humains viennent, quoi. Donc bon, je me dis, voilà, c'est quand même trop facile, quoi. C'est juste parce que après, il n'y avait pas d'histoire. Facilité gag, quoi. Oui, c'est ça, ouais, gag, mais bon, c'est quand même une bonne grosse facilité, quoi, parce que sinon l'histoire était terminée. Alors après, moi, j'avais un autre truc à dire sur ce qui m'a embêté, ce qui m'a titillé, c'est, je trouve en général le film un peu trop niais dans sa manière d'aborder les choses. Un peu trop, ça veut dire que la plupart du temps ça passe, mais il y a des fois où il dépasse un petit peu les bornes à ce niveau-là. Bah, tu l'évoquais tout à l'heure, tu sais, le coup des espèces qui se disent ah bon, bah finalement on va arrêter de se manger parce que c'est pas cool. Ça marche pas comme ça, les mecs, en fait. Bah oui, déjà, voilà. Je veux bien sur le principe, en fait, c'est un beau message d'unité, tout ça. Enfin, c'est pas réalisable, en fait, parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'il mange. Et l'ours, il va dire quoi au poisson dont il a décimé toute la famille l'été dernier? Il va dire oh non, c'est bon, j'arrête parce que c'est pas cool de vous manger. Bah non, les victimes des précédents massacres vont pas laisser. Si les animaux sont intelligents et parlent entre eux, les victimes des précédents massacres vont jamais dire bon bah finalement on est potes. Enfin, c'est pas réalisable dans la vraie vie, quoi. Et puis ils vont devoir manger.
déranger au bout d'un moment. Puis l'ours, il est pas très bien développé, je trouve, parce qu'il passe vite de j'aime pas le robot, je lui cours après, à finalement je t'aime bien et puis je vais faire tout ce que tu dis. Et puis je vais défendre la forêt avec toi, quoi. C'est un peu rapide. Surtout qu'il est un peu vu comme Big Boss final des prédateurs. Oui, sur c'est ce ça, oui. territoire. Oui, c'est pour ça que je parlais de l'ours, parce que c'est un peu, oui, le Big Boss, comme tu dis. Si ça participe du côté niais, parce que quand après ils sont tous ensemble à la fin, ils sont là, ouais, on va se battre, puis on est des robots sauvages. Et je suis là, mais il y a 2 scènes, vous vouliez vous bouffer. C'est un peu trop expédié rapidement, quoi. Dans le sens où, ouais, tous les animaux vont se ranger tout de suite du côté du robot, jusqu'à le défendre à la mort. Après, il y a toute l'hibernation qui est passée, donc... Bien sûr. Non, mais, ouais. Oui, mais pendant l'hibernation, par définition, ils dorment. Hein. Enfin, ils interagissent pas beaucoup. Ils ont pas trop le temps de réfléchir et de se dire, bon, est-ce que c'est mon ennemi, c'est mon ami? Je vais peut-être les définir. Tu vois, l'hibernation, normalement, t'es capoute. Et d'ailleurs, il y a un truc, ça m'a trop fait penser, je sais pas si toi aussi, à Avatar 2. Mauvaise référence. J'évite de repenser à ce truc. J'évite aussi. Mais là, ça m'a clairement fait penser à ça. C'est, tu sais, le moment où t'as le Jolibec, il est en train d'essayer de se joindre à ses comparses dans le lac, là, ou l'étang, et il est en train de naviguer avec les autres, et il tombe sur 3 connards, 3 gamins ouah, qui sont en mode, ils vont essayer, ils le font chier, et ça m'a rappelé les connards de la tribu de l'eau, là, qui viennent faire chier les enfants de Jake, là. Les trucs insupportables. Les navis qui se comportent comme des brutes de lycéens sur Terre, très crédible. C'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, film. Ah non, là, c'est la limite. Va pas dans cette direction-là, des connards qui emmerdent le héros principal parce qu'il est différent et qui agissent comme des lycéens, comme tu dis. Enfin, j'ai dit non. Là, tu vois, la limite était dépassée. Pourquoi tu fais ça, film? C'était si bien, c'était si subtil, c'était si bien. Calme-toi. Non, je suis pas énervé du tout. Non. Mais bon, c'est vrai que sur le moment, c'est un peu frustrant quand même parce que tu te dis, c'était le bon dosage et puis d'un seul coup, vous partez dans une histoire de lycéens bagarreurs. Enfin, c'est un peu bon. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai même pas parlé du plus gros problème du film, je pense. En fait, ce qui m'a le plus dérangé, en général, c'est le côté tire-larme. En fait, c'est pas que c'est mauvais de vouloir tirer l'alarme, mais c'est que j'ai l'impression que le film, surtout pendant la deuxième moitié, il passe son temps à tout faire pour que tu chiales. Et donc, du coup, tu te sens... je me suis senti un peu forcé. Chaque scène, il en faisait des caisses pour me dire, oh, regarde, la situation, elle est très triste, hein, puis regarde comme c'est malheureux. Et du coup, je sens que le film, il force, il pousse. Et donc, forcément que ça marche à un moment. À un moment, tu vois, t'es un peu ému parce que tu te dis, ah merde, la situation est triste, mais le film a essayé 15 fois avant. Donc, pendant les 15... ça marche, si tu veux, c'est bon. Mais il essaye trop, et il force trop le trait, quoi. Tu sais, il te met la tête dans une piscine de larmes, et puis il te relève la tête, il dit, bah tu vois, tu pleures. Bah oui. Oui, mais ça, j'essaie de trouver une formule pour exprimer ce que je dis. C'est tellement hardcore par rapport au film. Oui, c'est un peu exagéré, mais c'est pour avoir l'idée, tu vois. C'est que j'ai l'impression qu'il est pas très subtil à ce niveau-là, quoi. Non, justement, j'ai trouvé que c'était un peu une montée en puissance, en fait. Ah oui, ça c'est bien, mais tu sais, le climax des films à la fin, quand je reprends Tarzan par exemple, quand Kurt Jackie meurt, c'est le climax émotionnel. À ce moment-là, c'est là que t'es censé verser ta petite larme. Et en fait, j'ai l'impression que ce climax émotionnel, le film a essayé de le décupler et d'en mettre plein à la fin pour être sûr que tu partes avec la larme, tu vois. Et je me dis, il y avait peut-être pas besoin de tout ça. Pour moi, il y a deux grands moments d'émotion. C'est le moment où Jolibec s'en va et la toute fin. Voilà. Après, pour moi, c'est les deux grands moments d'émotion. Après, les autres moments, c'est des petites tensions d'émotion, mais c'est tout. Ah, je suis pas d'accord. C'est comme quand Croque-Mou se fait enfermer par Stoïque et qu'il est séparé d'Harold. Voilà, c'est des genres de moments comme ça. Pas d'accord, parce que avec la musique et la mise en scène, le film insiste beaucoup plus que dans un Dragon ou un Lilo et Stitch. Bah, encore plus que dans un Lilo et Stitch. Mais tu disais, il y en a que 2. Je suis pas d'accord. Il y a déjà quand il part. Donc là, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis ça marche. C'est vrai que ça marche. Quand il part, t'es triste. Oh là là, il va quitter sa famille. Puis après, t'en as un autre quand il revient où mais où est le robot sauvage? Elle m'a abandonné. Qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Et puis, oh là là, c'est triste. Mon mentor est mort. Hors champ. Et comment on va faire? Parce que l'hiver est rude. Et du coup, regarde tous les petits animaux qui sont en train de crever. Et puis, comment on va faire? Parce que le robot sauvage, il est plus opérationnel. Alors, regarde comment elle est blessée, comment elle saigne et qu'elle se détruit le corps pour son bébé. Et puis, regarde, les humains vont essayer de venir la prendre. Elle pourra jamais revoir son petit. Enfin, tu vois, c'est un enchaînement de trucs comme ça où le film il abuse, quoi. J'allais juste dire vive le hors-champ, c'est génial. Ouais, bah oui, c'est le coup de y a pas assez d'impact, en fait. Bah, tu vois, là, pour le coup, j'étais pratiquement persuadé que quand le mentor lui laisse la balle et lui dit c'est toi qui va mener la danse pendant que je
fait la migration. Là, j'étais persuadé qu'il y allait avoir 2-3 abrutis dans le vol qui allaient faire on va pas l'écouter lui, on va suivre le mentor, et qu'il y en avait plusieurs qui allaient se faire buter justement. Oh, peut-être pas à ce point-là, mais oui, je m'attendais à ce que l'intrigue des connards qui l'emmerdent revienne en fait. Et heureusement, ils l'ont pas fait. Heureusement, parce que sinon, c'était lourd. Je sais pas ce que Chris Sanders il a avec ce cliché des connards de lycée d'ailleurs, parce que entre Myrtle de Lilo et Stitch et Rusty qui est la bande dans Dragon. Ah oui, dans Dragon aussi, ouais. Ouais, j'aime pas trop ce cliché, le cliché de la bande qui peut pas blairer le héros, mais. Il y a des fois où c'est bien fait. Dans The Fabelmans, c'est bien fait. 10 minutes à la fin sans transition, ouais, ça y est, je te kiffe. En fait, ça dépend comment c'est foutu. C'est que là, c'est foutu au chausse-pied, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, une seule scène, je me dis, mais. Parce que du coup, je m'attendais à ce que ça revienne. Je me suis dit, oh là là, ça va pourrir une bonne partie du film. Heureusement, non. Mais du coup, elle sert à quoi cette scène si ça revient pas après? Je me dis, c'est dommage, quoi. Tu perds du temps. Et puis, après, le cliché, il peut être bien foutu. Tu vois, je disais, dans The Fabelman, c'est super bien fait, quoi. Ça fait pas cliché, justement. J'ai pas vu The Fabelman. Et qu'est-ce que je voulais dire après? Oui, là, on parlait de la mort du gars hors champ. Oui, la mort hors champ. Oh là là, c'est tellement dommage parce qu'en plus, ce personnage était super attachant. Et pendant tout le moment, dès que puis Bernard Allan, évidemment, mais même le personnage en lui-même était trop attachant. Et puis, justement, quand tu sens venir qu'il va mourir à ce moment-là, parce qu'ils sont piégés, il faut un petit pivot dramatique pour montrer ils ont fait une mauvaise action. Pendant tout le film, en fait, je plaçais mes paris sur qui allait mourir. Et je dois t'avouer qu'au début, comme ça me faisait penser au Petit Prince, j'ai cru que c'était le renard qui allait mourir. Je m'attendais plus à ce que le robot sauvage s'en sorte pas. Et là, tu vois, j'aurais été vraiment emporté émotionnellement, quoi. Là, j'aurais vraiment eu de la peine et tout, et j'aurais été aussi emballé que toi, je pense, peut-être. Mais non, finalement, c'est le long coup qui meurt. Bon, bah ouais, parce que, regarde, dans Tarzan, le Cœur Jack, je suis désolé, je prends Tarzan parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais ça peut être valable avec plein d'exemples. Et tu vois, par exemple, Cœur Jack, tu vois, en fait, ce gros gorille tomber à terre, qui était si puissant avant, pendant tout le film, tu le vois tomber à terre pour protéger son Tarzan, et du coup, t'as de la peine t'as de l'empathie, alors que là, non seulement tu vois pas le personnage crever, tu le vois pas, c'est hors champ, c'est coupé, mais le pire, c'est que tu vois même pas la tristesse immédiate de Joliebec, tu vois pas, parce que c'est coupé, et tu vois sa tristesse, mais à froid, quand ils en reparlent des jours après. Il aurait fallu voir le poids de la perte sur le moment. Joliebec qui se retourne et qui dit, mais il est où, je veux le voir, enfin tu vois, un truc comme ça, c'est dommage. Il y avait la matière, il y avait le... Vu que c'était Bernard Allan à la voix, je me suis demandé si à un moment ça allait pas être un traître, mais ça c'est justement... Oh non. Ça a duré 1 minute. Oui, encore une fois, c'est pas mauvais, hein. Tout ce qu'on dit, c'est pas un mauvais film, hein. C'est juste que là, il y a plein d'éléments qui sont dommages, comme je parlais de la mort tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Tu vois, dans Lilo et Stitch, pour changer un peu d'exemple, la mort, elle est planante. Les personnages, ils en parlent parce qu'elles ont perdu leurs parents, les 2 sœurs, et elles en reparlent souvent dans le film, ça plane au-dessus de l'intrigue. Là, c'est des petits gags, c'est... peut-être pas la mort, voilà, c'est la séparation, plutôt. Ouais, un petit peu la mort quand même, hein, parce que Lilo, elle parle souvent de la perte de ses parents. Nani, elle le redit quand ils sont sur le hamac, juste avant que Stitch s'en aille. Enfin, c'est quand même assez planant. Il y a le danger de la... Ouais, il y a le danger de la mort avec les vagues, Gantou, et... Ouais, okay. Puis même, j'ai envie de dire, dès le début du film, la présidente, elle dit, on va exterminer la planète, et puis voilà. Bon, après, voilà, pour revenir sur Robot Sauvage... Ah si, allez, j'ai envie de dire un point positif quand même, parce qu'on en a pas trop parlé de Escobar, du coup, le renard. J'ai trouvé que c'était, paradoxalement, le personnage le plus émouvant du film. Enfin, c'est celui qui m'a le plus touché. Parce qu'ils je disais, ils en font des caisses sur les autres, et sur celui-là, c'est un peu plus subtil. Le coup, tu sais, il parle un petit peu de ses parents qui l'ont éduqué à la dure, et il a une vraie évolution, je trouve aussi. Enfin, une vraie évolution, non pas que les autres en aient une fausse, mais il a une évolution plus notable, je trouve, de personnage un peu connard au début, et qui il se trouve un cœur, et puis après il va aider le petit, et aider la forêt, et tout ça. Ouais, attention, ça c'est l'accent de c'est pas subtil. Ah non. Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Moi j'aime bien le délire du début, qu'en fait il fait genre qu'il va l'aider, et en fait il l'exploite. Bah c'est cliché, ouais, c'est un peu un cliché aussi, parce que c'est le solitaire qui trouve une famille, mais j'ai bien aimé, pour le coup c'était assez subtil. Ouais, c'est un peu crapou dans Azur et Asmar. En parlant du renard justement d'Escobar, c'est pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, typiquement, un exemple parfait, quand il va se coucher, il y a un moment, c'est l'hiver là, et puis le robot sauvage est parti, je sais plus exactement quel moment du film, et il va se coucher dans sa tanière. Donc tu le vois, il descend très loin, machin, et puis t'as la musique un petit peu triste, il fait sombre, il se couche comme un pauvre malheureux. Et du coup là, tu vois, ça marche, tu t'es attaché au personnage, tu dis oh le malheureux, j'avais de l'empathie. Et le film dépasse la limite parce qu'il il le fait couiner comme un chien malheureux, tu sais, un chien triste. Il rajoute ce petit couinement, tu sais, pour
pour accentuer, vas-y, pleure. Tu vois, c'est l'exemple en fait de ce que je voulais dire, c'est que tu vois, ça marche, c'est très bien, mais il y a un moment, il veut trop en faire, et du coup, ça va trop loin. C'est moins subtil que ça pourrait l'être. On peut terminer sur l'antagoniste du film. On peut aller sur l'antagoniste si tu veux. J'avais un point à souligner là-dessus, c'est que par rapport au visuel de la scène dont tu parlais, c'est que moi, ce qui me plaît, et c'est pour ça que je disais que c'était à peu près la même direction artistique que le Chapeauté 2, parce que c'est de la 3D avec rendu un peu 2D. C'est pas comme Spider-Verse, parce que moi, en fait, je trouve qu'il y a un côté peinture qui fait vraiment livre de contes pour enfants, en fait. Et moi, ça me séduit beaucoup. Je trouve que ça contribue à l'émotion, en fait, ce côté peinture épurée, qui est fourni de détails, mais qui en même temps est très épuré. C'est très bizarre. Mais j'ai vraiment l'impression de mettre ma tête dans un conte, dans un livre de contes pour enfants, quoi. Et je trouve que c'est pour ça que je trouve le côté tire-larme moins violent que toi, parce que je trouve que le visuel contribue à l'émotion, en fait. Bah, je vois, oui, il y a les coups de pinceau, en fait. Tu vois des petits coups de. Je suis d'accord avec toi, mais après là, ça rejoint un truc un peu général où, en fait, c'est ultra personnel et en dehors de ce film-là, bah, tu me diras, tout ce qu'on dit est ultra personnel, mais en dehors de ce film-là, en fait, en général, moi, j'aime pas j'ai du mal avec la 3D, déjà, du mal, non, que je m'exprime bien. En fait, je préfère le coup de crayon, je préfère la 2D quand les vieux dessins animés. C'est pas pour rien que j'ai arrêté ma formation parce que la 3D me plaisait pas et que j'étais bon en 2D. Ouais, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, à l'œil, moi, je préfère la 2D. De toute façon, en règle générale, je préfère la 2D. Parmi tous mes films d'animation préférés, souvent, c'est de la 2D. Donc j'ai un peu plus de mal avec la 3D de base. Mais alors un truc que j'aime pas du tout, souvent, c'est justement le mélange. Quand en fait, on te fait de la 3D et on essaie de te faire passer ça pour de la 2D. Et ça, j'ai un peu de mal avec ça. Il y en a où, tu vois, le Chapeauté 2, ça me dérangeait un petit peu moins parce que le récit était tellement fort que j'en oubliais parfois le visuel. Mais c'est vrai que si je me concentre que sur le visuel, moi, c'est quelque chose qui me pose problème. J'ai du mal avec ça. Donc c'est vrai que j'ai du mal à dire, oh, le film est magnifique, parce que je sais que ça a été fait par ordinateur. Je veux pas dénigrer le fait que ça a été fait par ordinateur, c'est pas du tout le truc. C'est des gens qui ont travaillé aussi, des artistes. Mais j'ai du mal dans l'idée qu'on essaye de faire passer quelque chose pour ce qu'il n'est pas. Voilà. Ouais. Après, c'est marrant que tu me dis ça, parce que quand on parlait de Alien Romulus, je te parlais que j'avais un souci avec le côté effet practical avec trouillon de CGI dessus, et tu disais que justement ce qui te plaisait, c'était le mélange parfait des deux techniques. Et est-ce que c'est pas un peu le même principe ici? Alors non, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors en fait, c'est pas parce que par exemple, dans les Disney des années 90, il y avait de la 3D, il y avait des plans en 3D. Oui, la caverne aux merveilles de Aladdin. Exactement. Et dans La Belle et la Bête, la scène de danse, par exemple. En fait, c'est pas le mélange. Le mélange des deux, il y a pas de souci. Quand tu mets de la 3D avec de la 2D ou quand tu mets des éléments de 2D dans la 3D, il y a pas de souci. Le problème, c'est quand tu me fais un film entièrement en 3D et que tu me dis, regarde, ça ressemble à de la 2D. C'est ça qui m'embête. Là encore, c'est pareil, c'est un peu le même principe d'hybride, parce que il y a les décors, par exemple, du Chapeauté 2 et celui-là, c'est pas vraiment de la 3D, c'est du matte painting numérique, en fait. Oui. Les décors sont peints, hein, c'est de la 2D. Hein. Et d'ailleurs, la 2D est de façon toujours très omniprésente, parce que, je vais prendre un exemple récent, parce que j'ai regardé les making-of grâce à un coffret Blu-ray que j'ai reçu récemment. Ils font toujours des rendus 2D avant de passer à la 3D. Par exemple, les métamorphoses de la caméléone dans Kung Fu Panda 4, c'est de la 2D. Et c'est animé traditionnellement. Et voilà, ça sert de pilier pour la version 3D, en fait. Donc en fait, la 2D est toujours très omniprésente dans les productions, c'est juste qu'il faut arriver à la dénicher, tu vois. Non mais je suis bien d'accord. Par exemple, un truc que j'aimais bien, c'est que Réponse, ils avaient envisagé de le faire en 2D, par exemple, et tous les storyboards, toute la pré-production a été faite en 2D. Et le passage en 3D a été fait très 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 tard dans la production. Donc la 2D était là aussi très très présente dans le processus, si tu veux. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas c'est pas la présence des deux qui m'embête. J'ai l'impression d'une sorte de travestissement, en fait, d'une intention derrière, de dire, oh regarde, Spider-Verse ça a marché, et donc les gens ils voudraient revenir à la 2D, mais bon, la 2D c'est chiant, faut dessiner à la main tous les plans, il faut engager plus d'artistes, bon c'est chiant, donc on va le faire en 3D, puis on va maquiller ça en 2D. En fait, c'est l'idée du studio derrière, je dis pas que DreamWorks a cette idée-là, mais en général, tu vois, c'est cette idée-là qui est en fond et qui m'embête un petit peu. Vous voulez faire un truc qui ressemble à de la 2D, mais faites de la 2D. En fait, je pense que ça peut marcher, ce que tu dis par rapport... Et je pense qu'il y a des studios qui ont cette intention-là, justement, et des fois, ça donne des rendus dégueulasses. Mais dans le cas du Chapeauté ou de lui, justement, moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plus vraiment une idée de... maintenant, on peut faire vraiment des tableaux vivants, quoi, avec des... Parce que la 2D traditionnelle des Disney, autant les décors sont fournis de détails, il y a de la texture, on voit les coups de pinceau, etc. Mais par contre, les personnages, ils sont animés, c'est plat, quoi. C'est des aplats de couleurs. Généralement, dans les premiers, il n'y avait pas d'ombre, parce que ça prend énormément de temps à colorier. Là, justement, on peut faire un truc qui ressemble à de la peinture, qui s'anime, mais avec une
une texture animée en plus, quoi. Pour moi, c'est un bon mariage des deux technologies, en fait. Je suis bien d'accord sur ce que tu disais sur la 2D, mais justement, je trouve que ça a plus de charme, ça. Je préfère ça. Je trouve que ça a plus de charme. Je veux pas dénigrer non plus le travail d'animation à l'ordinateur, de la 3D, mais si vous voulez que ça ressemble à un film en 2D, faites-le en 2D. En 2D, ça aurait peut-être plus de gueule. Regarde La Princesse et la Grenouille. Ouais. Ça a de la gueule, même si c'est de la 2D. Après, on s'arrête sur des trucs purement techniques et visuels, mais... je vois, ouais. Mais je comprends aussi ton point de vue de vouloir mélanger les deux. Je sais pas, j'ai plus de mal avec cette manière de mélanger les deux. Tu vois, j'accueillais ça plus facilement avec La Belle et la Bête ou Aladdin, ou embellir le fond d'un personnage dessiné en 2D devant. D'accord, ouais, je vois, ouais. Je préfère ça à ce qu'ils font là dans le Robot Sauvage, par exemple. Mais bon, je dis pas que c'est dégueulasse, pas du tout, hein. C'est une préférence personnelle, voilà. Le film est, comme je dis souvent, hein, il faut prendre le film pour ce qu'il est. Le film est comme ça, dans ce qu'il essaye de faire, il y a pas de problème. Du coup, la guerre des mondes maintenant. Oh, pardon, le vilain du film, excusez-moi. Pourquoi la guerre des mondes, enfin? Bah, enfin, il ressemble comme deux gouttes d'eau au robot de la guerre des mondes. Oh, ouais, mais elle tient pas par terre. Ouais, elle extermine pas les autres avec un rayon mortel. T'aurais préféré que je dise quoi, Chicken Little? Oh non, ouais, non, t'as raison. Moi, j'aime bien. En vrai, j'aime bien Chicken Little, c'est marrant. Ouais. Enfin, c'est moche. C'est putain de moche. C'était les débuts. Oh, c'est sorti la même année que Shrek 2, aucune excuse. Hein. Non, mais oui, oui, le film a rien à prétendre visuellement. Comme quoi, ça, c'est un trope qui ne vieillit pas. Hein. 2001, l'Odyssée de l'espace, ça doit avoir 40 ans, je pense. L'œil rouge. Et à chaque fois que tu as une IA maléfique, il y a toujours qu'un seul œil. Il y a toujours un seul de putain d'œil. Non, là, elle en a deux. Hein. Ah non, elle en a qu'un. Il y a justement, parce que je me dis, mais où est l'œil rouge? Et en fait, elle a son œil principal, là, comme le robot sauvage. Enfin, le robot sauvage, il a les deux yeux grands, comme Croque-Mou et Stitch, là. Il a les deux grands yeux. Et l'autre, elle a un grand œil comme ça, et elle en a un petit rouge sur le côté, en haut à droite. Et il est là, l'œil rouge de l'IA maléfique. Ah, ouais. Justement, je cherchais l'œil rouge. Je me suis dit, c'est quand ils nous font comprendre qu'elle est maléfique un peu, enfin, que c'est une IA un petit peu, qui veut pas du bien au protagoniste. Je me suis dit, c'est où est l'œil rouge? Si emblématique de ce genre de personnage. Mais en fait, il est en haut à droite. Et, c'est un peu comme un petit laser, des fois, elle le met en surbrillance. Moi, je me suis dit, c'est son laser, ça. Donc, on a HAL 9000, Otto, l'Omnidroid, Sally de Oblivion, et maintenant, on a elle. Bon, après, c'est voilà, c'est pas je la retiendrai pas dans l'histoire des meilleures IA maléfiques. Hein. Non, elle est un peu sous-exploitée, c'est dommage. Elle a une aura un peu flippante, hein, quand même. Hein. Mais encore une fois, voilà, ça marche, mais rien de ouf. Ça vient très tard dans le film. C'est légèrement sous-développé, quoi. C'est sous-développé, ouais, c'est vrai, c'est dommage. Enfin, après, moi, j'aime bien ce côté, tu sais, toi-même, tu sais, j'aime bien le côté némésis final de tout ce que représente le héros. Bah, c'était un peu la même idée avec la mort rouge à la fin de Dragon, quoi. La némésis de Stoïque et ce qu'on traversait à Harold et Croque-Mou. Là, c'est un peu le même délire, quoi. C'est la némésis ultime de tout le parcours de Rose. C'est pour ça qu'elle arrive tard, en fait. Oui, sauf que regarde dans Dragon, un petit peu avant le climax, quelques scènes avant, le film tease le fait qu'il y a un danger plus grand. Il tease la mort rouge dans la scène où il s'en approche là. Alors que là, il y a pas de teasing, quoi. Elle débarque à la fin. Salut, c'est moi. Il y a pas de build-up, c'est vrai. Ouais, c'est dommage. C'est un peu dommage, ouais, c'est vrai. Tu vois, donc il y a ça déjà de moins comparé à une œuvre précédente du même réalisateur, bien meilleure, quoi. Enfin, dans le générique de fin, quand ils mettent les voix des personnages, elle apparaît super tôt parmi les personnages, alors qu'on la voit 2 minutes à la fin, quoi. Bizarre. Parce qu'en plus dans le film, t'as Lupita Nyong'o, t'as Bill Nighy, enfin. Oui, il y a Bill Nighy, ouais. Mais il y a Mark Hamill. Oui, l'ours, ouais, j'ai vu, ouais. Ah, j'ai pas compris le choix de VF, du coup. C'est pas la même voix du tout. Bon, écoute, ça lui va bien aussi. Hein. Après, peut-être que Mark Hamill, il avait, je sais pas, on l'a vu en VF du coup, mais peut-être que Mark Hamill, il avait un petit peu mis sa voix plus grave, tu vois, il avait un petit peu. Lupita Nyong'o, quelle voix, oh là là. Ah, je sais pas, du coup, pas entendu. J'ai vu quand même quelques extraits VO, quoi. Et, ouais, mais déjà, rien que dans Us, j'ai pas du tout aimé Us, mais elle avait une putain de voix, donc. Ah, mais moi j'adore Us, j'adore ce film, j'adore cette actrice. Faudrait que je la revoie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, une fin peut-être un peu trop ouverte pour une suite, je pense. Ah oui, j'ai des problèmes avec la fin. Le film, il nous laisse quand même avec plein de questions en suspens, quand même. Hein. On en a parlé justement brièvement dans ce qu'on parlait avec le problème
cohérence du monde des humains, quoi, qui est pas montrée. Et oui, je pense que ça va être une voie ouverte pour la suite, quoi. En fait, la fin, elle est trop chelou. Enfin, je me suis posé plein de questions. Il y a 4 climax à la fin. Oui, bah, ça va dans le côté surenchère de... Vas-y, tu vas pleurer, hein. La toute fin, là, le dernier plan... Ah oui, quand elle va dans la serre des humains... Enfin, c'est Jolibeck qui va retrouver sa mère dans la serre des humains. Mais du coup, pourquoi le robot sauvage se retrouve dans la serre des humains à faire de l'agriculture? Elle a ligué toute la forêt contre le vaisseau des humains. Ils ont clairement dit qu'ils voulaient l'étudier, piquer sa mémoire, faire des tests sur elle, et elle se retrouve à faire de l'agriculture avec les autres. J'ai pas compris le deal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle devrait être prisonnière ou désactivée ou... J'ai pas compris, c'est quoi son plan, en fait? Si, parce que l'androïde, enfin, du coup, l'antagoniste, elle arrête pas de dire, ouais, on va te désosser, on va t'étudier. Elle dit étudier, elle dit piquer la mémoire pour l'analyser. Tu sais, elle arrête pas de donner ce genre de destin probable à l'antagoniste, et du coup, je me dis, bah, c'est pour ça que ça m'a surpris quand je la vois à la fin, toute fraîche, en train de faire l'agriculture avec les autres robots, qui eux, ne se sont pas rebellés, n'ont pas eu d'élévation de conscience ou quoi que ce soit. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Ils l'ont étudié, ils ont rien vu. Bah, ou alors les humains sont incompétents, quoi. Et puis c'est pareil, tu vois, on parlait du coup de l'IA maléfique, très sous-développée, du coup, comme on a dit. Je trouve que c'est dommage un petit peu j'aurais peut-être plus vu les humains comme méchants du film. Et tu comprends pourquoi tout à l'heure je t'ai dit que le film laissait clairement sous-entendre une société dépassée par le robotisme, parce que c'est les robots qu'on te montre, pas les humains, quoi. Non, pas dans ce sens-là que je dis ça, c'est plus... pour moi, les vrais méchants de tout ce délire, en fait, c'est les humains qui forcent ces animaux à se reléguer à une petite île, qui détruisent la planète, comme j'avais dit, on le montre plusieurs fois dans le film, tu vois, enfin, c'est les humains qui sont responsables de tout ça, qui créent les robots, justement, qui sont censés être leurs esclaves, tu vois, c'est... Le robot sauvage, en fait, ça aurait peut-être plus eu de sens qu'elle s'oppose à des humains venus la récupérer, par exemple. Comme le délire du film, c'est le truc de l'amour et l'âme d'une machine. Là, pour le coup, déjà, c'était un peu plus rafraîchissant, contrairement à un géant de fer où justement il affronte les humains, qu'elle affronte justement cette robotique qui a pas dépassé son programme. Je trouve que c'est plus pertinent, justement. Bah, après, ça reste pertinent, hein, mais je me pose la question, je me dis peut-être qu'avec des humains, ça aurait été peut-être un peu plus fort. Je sais pas, hein. C'est une supposition. Tu parlais de Wall-E, j'ai trouvé ça aussi un petit peu dommage de reprendre la fin de Wall-E. Jolibeck, tu sais, il l'embrasse et puis comme par magie, elle revient à la vie. Ah mais parce que je pensais pas avec mon cerveau, je pensais avec mon corps. C'est la même fin que Wall-E. Wall-E, il est désactivé, Eve, elle lui fait un petit... merde, une petite étincelle. Bah si, Wall-E il est désactivé et puis par amour, enfin le film te dit bah voilà, l'amour entre les deux le réanime, alors qu'il y a une explication matérielle, c'est que Wall-E est exposé au soleil. C'est aussi le géant de fer, il est réveillé de son instinct d'attaque par son amitié avec Hogarth, quoi. D'ailleurs c'est dommage qu'ils aient pas joué avec le fait qu'elle était blessée physiquement. C'est vrai, ouais, mais au bout d'un moment je me disais elle est incroyable ce truc, parce que même durant la scène de l'hibernation, on te montre vraiment qu'elle est à long point à force d'avoir sauvé tous les animaux. Finalement ça va. Il y a tout, c'est bon, mais ça va pas assez loin pour que ce soit exceptionnel, quoi. C'est dommage. En plus ils avaient tout sous la main. Moi je me suis dit quand elle saigne un petit, enfin elle saigne. C'est pour ça que moi j'étais persuadé qu'elle allait crever à la fin. Et ça aurait été fort, tu vois. Elle a détruit son corps par amour pour son fils d'adoption. Je me suis dit mais ça aurait été fort, quoi. Et puis non, il y a pas de problème. Après j'ai quand même été emporté, donc bon, je préviens, j'ai pas chialé devant le film, à aucun moment. Mais moi j'aurais aimé. Petite émotion quand même. Pour tout ce que j'adore DreamWorks, parce que c'est mon studio préféré, je crois qu'il n'y a aucun film qui m'a fait pleurer de DreamWorks. Si, allez, il y a la fin de Dragon 3. Ah non, moi, c'est la fin de Shrek 4. Ah oui, aussi, ouais. J'ai versé une larme. Non, mais ouais, c'est vrai, DreamWorks, je pleure pas souvent, ouais, c'est vrai. Ah oui, j'ai un dernier truc à dire. Sur le robot sauvage, c'était... sur le robot sauvage, le personnage... Rose, du coup. De Rose, ouais. En fait, tu parlais tout à l'heure de la conscience des androïdes, tout ça, de comment les robots évoluent dans le film, et moi, en fait, j'ai pas trop compris. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal compris, hein. Peut-être que le film est clair là-dessus et que c'est moi qui ai pas compris. Je comprends pas comment le robot évolue dans sa conscience. Parce que au début, elle est en mode je suis programmée, j'ai pas de conscience propre, elle a pas de libre arbitre. Ouais. Donc elle est programmée, elle suit son programme. Je comprends pas qu'est-ce qui fait qu'après elle suit plus son programme. Il y a un moment où au début elle est encore, quand elle a récupéré Jolibeck, tu sais, elle le prend dans ses bras et puis il veut construire la maison avec des petites branches. On voit qu'elle est saoulée, tu vois qu'elle est en mode oh là là, il met du temps et tout. Et du coup le robot est saoulé, donc c'est une émotion. Et à ce moment-là,
là, elle est encore en mode je suis mon programme. Donc d'où elle a une émotion propre à elle. Et j'ai pas compris d'où ça sortait, ça. En fait, c'est l'adaptation à l'environnement qu'elle connaît pas qui lui fait se poser des questions et qui lui fait changer son programme. Bah oui, mais qu'est-ce qui l'a fait surpasser ses ordres internes? C'est ça où je me pose la question, tu vois. Bah après, comment elle développe la conscience? Il me semble qu'elle est conçue pour s'adapter à n'importe quelle situation, donc... Bah oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tous les androïdes comme elle, tous les robots comme elle, atteindraient une forme de conscience à un moment donné. Alors que ça a pas l'air d'être le but des humains dans la publicité qu'on voit là. C'est pas leur but. Ils suivent leur... Regarde, même ceux qui font de l'agriculture, là, ils restent obéissants. Ouais. Donc en fait, je comprends pas ce qui a le déclic... Parce qu'en fait, les idées sont là, si tu veux, le coup de je réfléchis plus avec mon cerveau, mon programme, je réfléchis avec mon cœur. Même si elle a pas de cœur, on sent que c'est le sens métaphorique, je réfléchis avec mon âme, parce que c'est un robot qui a une âme. Elle s'arrache son moteur cérébral à un moment, carrément. Oui, non mais c'est pour ça, le message est là, si tu veux, mais j'ai mal compris, ou c'est pas là, la transition entre les deux. Le déclic de « Ah, ça y est, à ce moment-là, je suis plus mon programme, je suis un être qui a son libre arbitre. » Elle l'est à la fin, mais comment elle est passée... J'ai pas compris. Le déclic, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, le programme n'existait plus? Parce qu'elle est programmée pour remplir sa mission, et après en chercher une autre. Donc au début, elle cherche la mission, une fois qu'elle l'a trouvée, elle l'accomplit, et une fois qu'elle a accompli la mission que, du coup, Jolibec s'est envolée, eh ben, elle est censée en chercher une autre de mission. Et on est censé avoir sa vision subjective avec, ça c'est validé, machin. Sauf qu'après, elle a les missions de son libre arbitre, plus de son programme. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, elle suit son libre arbitre, je vais sauver les animaux, tout ça. Mais pourquoi tu cherches pas une autre mission? Qu'est-ce qui a fait le déclic? C'est ta rencontre avec Loisillon, mais du coup, on voit pas sa lutte contre le programme. Tu vois, j'ai du mal. Alors que Otto, dans Wall-E, je reprends l'exemple, désolé, hein, mais Otto dans Wall-E, je vois le déclic, c'est que Otto est en danger de mort, de désactivation. Je peux comprendre. Après, il avait déjà probablement été émancipé de son programme, mais il y a une explication claire sur le fait que voilà probablement pourquoi il a dévié et qu'il n'obéit plus à son programme, en fait. Pourquoi il est devenu une IA maléfique, il y a une explication claire et nette. Il va être désactivé, quoi, si les humains reviennent sur Terre, donc je ne reviens pas sur Terre. Et là, j'ai pas ça. J'avais pas prêté attention parce que la façon dont le film le montre, c'est très progressif, en fait, parce que le film, il montre surtout ça dans la façon qu'a le robot de s'exprimer, parce que elle est très technique, en fait, dans la façon dont elle applique sa façon d'être parent, alors qu'elle apprend que c'est pas comme ça qu'il faut l'être, en fait, parce que le but, c'est de ressentir des choses. Je vois moins un côté dépasser son programme que plus acquérir un autre programme. C'est ça le délire, en fait. Moi, je vois ça dans le sens où elle est conditionnée pour obéir à quelque chose, et enfin, j'ai du mal à concevoir que pour un robot qui a pas de conscience à la base, à moins que tu me dises qu'elle soit dysfonctionnelle à la base, peut-être. Mais là, visiblement, elle est pas dysfonctionnelle à la base. Donc comment la nature peut faire en sorte de changer quelque chose d'artificiel programmé par un humain? Après, c'est un peu métaphorique dans le visuel, parce que plus le récit avance, plus elle se fait consumer par la nature. Genre, elle a de la fougère qui lui pousse dessus, sa jambe, elle devient à moitié arbre, donc et on montre que son corps est infecté, donc ça peut venir de là aussi. Et oui, mais t'as tout dit, ça peut venir de là. C'est des suppositions qu'on fait après le film, mais tout est là en fait. J'aime bien le côté elle évolue et puis elle s'émancipe et elle devient une personne avec son libre arbitre qui a développé de l'amour. Un robot qui développe de l'amour, c'est pas... Bon, si c'est commun dans les œuvres de fiction, mais je veux dire, c'est tout l'intérêt de son histoire, mais tous les éléments sont là, mais il y a pas de lien entre les deux. Je vois pas comment elle est passée de ça à ça précisément. C'est sous-entendu, elle est au contact de la nature, alors elle a peut-être développé ça. Ouais, mais il faut une explication un peu plus précise, je pense, pour que je sois plus investi dans le truc, tu vois. Moi, j'ai bien aimé que ce soit montré et pas dit, justement. Non, je demande pas forcément de le dire, mais tu vois, en plus, ils avaient j'ai envie de dire la solution sous les mains. T'as la vue subjective. Montre un truc, tu vois, avec des pictogrammes sur sa vue subjective. Tu peux montrer le fait qu'elle dépasse son programme, ou tu vois, avec un truc d'annulation. Enfin, ils avaient la possibilité de le montrer. Je demande pas du tout qu'ils le disent, à voix haute. Je suis émancipé désormais de mon programme, tu vois. C'est pas ce que j'aurais aimé, mais c'est voilà un connecteur logique, quoi, entre ces différents stades. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais de toute façon, voilà, je pense que... Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire en plus, parce que j'ai soulevé quelques problèmes qui m'ont sauté aux yeux durant le film. Mais voilà, j'ai complètement été conquis. J'ai retrouvé la même magie que devant le Chapeau T2. La musique m'a vraiment fait frissonner à plusieurs moments. Vraiment, c'est rare que dans une salle de cinéma, je me dise putain, mais la musique elle déboîte. D'ailleurs, c'est juste dommage que on n'ait pas profité de cette musique sur le moment training plutôt que d'avoir une chanson. C'est un peu dommage, surtout que c'est juste dommage qu'on n'ait pas profité
profiter d'un morceau, quitte à avoir la ressemblance avec Dragon, autant l'avoir jusqu'au bout et nous caser un thème emblématique à ce moment-là. Parce que, après c'est compliqué parce que Dragon a l'une des meilleures musiques de film de tous les temps, donc c'est compliqué. Ouais, mais le Forbidden Friendship, il reste quand même mythique. La naissance du thème de l'amitié entre Harold et Croque-Mou. Bah oui, mais c'est un des meilleurs thèmes jamais composés. C'est difficile d'en composer un à la hauteur. Pour le coup, ils ont l'excuse de c'est vrai que c'est difficile. Ça veut pas dire qu'ils peuvent ne pas essayer. Pas forcément à la hauteur ou égaliser, juste fais-le et voilà, essaye au moins. Vraiment, pour moi, ils ont essayé. C'est vrai qu'ils l'ont pas appliqué sur la scène, mais je demande pas forcément à ce que ce soit à la hauteur de quoi que ce soit. Moi, quand je vois un film, surtout un film différent d'une autre saga, c'est juste là, vu l'identité du réal, ça aurait été cool. Parce que la chanson en plus un peu osef, quoi. Je me souviens plus de la musique exactement dans le training, dans le montage d'entraînement là, mais c'est vrai que ça m'a pas marqué. La musique quand le joli bec s'en va et que le regard partir et que elle se met à courir pour le voir s'en aller au loin, là la musique se démarque vachement. Un coup de timbale, envolée de violon, c'est très fort. Ça m'a un peu fait penser à la même manière dont la musique se démarque à la fin du Royaume des Abysses, quoi. Les violoncelles commencent à arriver, les coups de timbale soulignent l'aspect épique de la scène. T'as quelque chose d'autre à ajouter ? Je pense qu'on peut conclure rapidement sur ce qu'on en a pensé. Donc voilà, écoutez, comme j'ai dit au début, je reprécise à la fin, c'est un bon film, il y a pas de problème. C'est un bon DreamWorks, au-delà du milieu de tableau, j'ai envie de dire. Mais voilà, pas dans le top 10 pour moi, malheureusement. Et voilà, il y a plein de moments où malheureusement il va pas au bout des choses, ou alors il va trop loin en tentant en fait de vouloir arracher la larme, il m'en arrache aucune, malheureusement. Mais ça veut mais ça veut pas dire qu'il y a pas des moments d'émotion, parce que justement il essaye, il y a bien des moments où ça marche. Puis l'histoire en elle-même est assez forte, donc il y a pas de problème. Tout est bon en fait, mais il y a des maladresses comme on les a énumérées. Il y a des petits problèmes qui font que j'aurais aimé être plus emballé. T'es le premier à vouloir l'adorer ce film, mais je l'adore pas, je l'aime bien. Voilà. Moi j'ai mis j'adore sur Captain Watch. Il est pas top 10, il est top 12 pour moi. Ça va. De DreamWorks ? Ouais. Écoute, tu vois, on est d'accord alors, il est pas dans le top 10. Il est juste après Dragon 3. Moi je terminerai là-dessus quand même, foncez. Il faut soutenir quand même ce genre de proposition de DreamWorks. Bien sûr, oui, il faut soutenir la proposition. Mais d'ailleurs, j'ai cru voir, parce qu'il est sorti un petit peu avant aux États-Unis, et je crois qu'il démarre bien le film. Il me semble qu'il a quasiment remboursé son budget déjà. Ah oui, carrément. Je suis pas sûr, j'ai cru voir 50 millions de recettes pour l'instant. Sur un budget de 78 millions, il me semble que je crois qu'il démarre fort le film. Donc écoute, tant mieux, parce que c'est vrai que, en tout cas, qu'on aime les films récents DreamWorks ou pas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la bonne direction que doit prendre DreamWorks, quoi. Moi, j'ai plus que te remercier DreamWorks pour cette belle année, monsieur. Le moins bon de cette année, ça doit être Ruby Lado Kraken. Kung Fu Panda 4. Non, Ruby Lado Kraken. C'était en 2023, ça. Non, c'était en 2023. Bah oui. Oh putain. Ah oui. Oui, bon, vrai, oui, bon, du coup, oui, effectivement, le bon de cette année, c'est Kung Fu Panda 4, oui, c'est sûr. On est d'accord là-dessus. Vous vous mettez à 2 contre 1, c'est pas équitable. Et puis, du coup, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur Kung Fu Panda 4, vu qu'on en parle beaucoup. Il y a la vidéo qui est disponible sur la chaîne. J'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne consacrées au film, s'il y en a qui veulent. Et de toute façon, je parle beaucoup de DreamWorks dans mon émission principale en ce moment. Oui. Donc, il y a du Jack Horner, il y a du Cake Kong et de la mort rouge. Donc, c'est un bon petit menu pour ceux qui veulent. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Cartoons et regarder ces vidéos sur DreamWorks et les autres d'ailleurs. Abonnez-vous aussi à cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, on se retrouve très vite avec Cartoons pour de prochaines collaborations, pour de prochaines vidéos. À plus. À plus.